Notre histoire commence pendant le petit âge glaciaire, une période de rigueur hivernale intense en Europe, qui a commencé à la fin du XIIIe siècle et va durer jusqu'au milieu du XIXe. Nous sommes en 1565 et Bruegel l'Ancien peint Les chasseurs dans la neige. Il mourra 4 ans plus tard, alors qu'il n'a pas 45 ans, et sera enseveli dans l'église Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles. Les chasseurs dans la neige fait partie d'une collection de 6 tableaux réalisés pour Nicolaes Jongelink, un banquier anversois, mécène et collectionneur d'art. La collection décrit le cycle d'une année, et 4 autres tableaux sur les 6 ont été conservés. La journée sombre, la rentrée des troupeaux, la fenaison et la moisson. Au premier rang, on voit des ronces qui percent la neige. Sur la droite, des rochers escarpés font contrepoint à la diagonale de la colline. Les 4 arbres de gauche accentuent la perspective plongeante vers le village. À l'arrière-plan, il y a une personne qui traverse le pont en portant un fagot. Et la ville au loin, avec ses activités. Des jeux sur la glace de l'étang, un feu de cheminée. Nous suivons le retour dans la vallée d'un petit groupe de chasseurs. Les 3 hommes qui reviennent avec leurs chiens, le dos courbé, après une chasse peu fructueuse, laissent derrière eux des traces de pas. On ne voit pas les flocons tomber, mais les nuances de blanc suggèrent l'atmosphère d'une campagne enneigée depuis déjà fort longtemps. Mais nourri par le mystère et le silence de l'hiver, le tableau de Bruegel est porteur de quelque chose d'autre. C'est l'appel constant de l'inconnu, qui se mêle à la nostalgie du lieu que l'on a quitté et que l'on veut retrouver. Le contraste entre le besoin de chercher et le désir de se retrouver, et l'oscillation pendulaire des êtres humains entre ces 2 tendances, l'inconnu et le familier, une contradiction, une tension qu'ils tentent de concilier dans le cours de leur vie. On retrouvera le tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, dans le chef-d'œuvre de science-fiction du cinéaste russe Andreï Tarkovsky, Solaris. Science-fiction, ce n'est pas évident. Moins qu'aucun cinéaste, Andreï Tarkovsky ne se laisse enfermer dans une catégorie. Et plus qu'aucun film, Solaris nous renvoie à l'impossibilité de définir par une terminologie préexistante ce que cherche à nous montrer un artiste. C'est un homme à la recherche de l'inconnu, d'une image future, pas encore apparue, mais qui sait que nous ne pouvons sensiblement appréhender que ce qui nous est d'une façon ou d'une autre déjà familier. C'est un homme à la recherche des temps futurs, comme un chasseur dans la neige, mais qui est lui-même rempli de nostalgie, dévoré par la douleur, la honte et le désir de rentrer chez lui. Bienvenue dans la fin du film, épisode 12, Solaris d'Andreï Tarkovsky, la science-fiction n'existe pas encore. Solaris commence par l'image d'un ruisseau, avec des algues vertes qui ondulent au gré du courant. Chris Kelvin traverse la forêt et rejoint une petite maison dans laquelle vit son père, qu'il a fait construire à l'image de celle de son propre grand-père. Une voiture arrive, c'est Berton. Le père de Chris l'a invité pour qu'il informe ce dernier de ce qu'il attend dans une station en orbite autour de la planète Solaris. L'équipage y est composé de seulement 3 personnes. L'astrobiologiste Sartorius, le cybernéticien Snout et le physiologiste Guibarian. Depuis quelque temps, ils ne transmettent que des données incompréhensibles. Chris Kelvin, qui est psychologue, doit s'y rendre pour évaluer si y travailler est encore possible, sinon la station sera supprimée. Если он подтвердит, что по каким-то там причинам работу продолжать невозможно, станцию могут снять с орбиты Solaris. Berton a apporté un film qui date déjà de plusieurs décennies. C'est l'enregistrement de son interrogatoire au retour de son expédition. Il faisait partie d'une équipe de sauvetage pour retrouver Fechner, un physicien perdu alors qu'il survolait l'océan de Solaris. Berton avait été pris dans un brouillard fait d'une substance colloïdale visqueuse qui recouvrait tout. Это был самый обыкновенный туман? Конечно, нет. Это не был обычный туман. Как бы взвесь, по-моему, коллоидная и очень липкая. Puis il a vu un jardin fait de cette même substance. Как сад? Я видел карликовые деревья, живые изгороди, акации, дорожки. Все это было из той же субстанции. Et un enfant est apparu, grand de 4 mètres, aux traits inconnus de lui. А потом понял, что он был необыкновенно большой, гигантский. Это еще слабо сказано, он был просто 4 метра. La commission lui rétorque d'abord qu'il a halluciné. Mais un scientifique intervient qui estime qu'ils sont au seuil d'une découverte extraordinaire et que la recherche doit continuer. Мы стоим на пороге величайшего открытия. On évoque l'hypothèse que Solaris soit une planète vivante, un gigantesque cerveau,
et l'océan une substance capable de penser. Berton expliquera qu'après cette déclaration, il a visité la famille de Fechner et rencontré son fils, qui était semblable à l'enfant qu'il avait vu apparaître sur Solaris. Потому что ребенок этот ничем не отличался от того, которого я видел тогда на Солярисе. Правда, он не был 4-метровым. Chris arrive sur la station dans l'orbite de Solaris. Elle est dans un désordre inquiétant. Il retrouve le cybernéticien Snout, confus et effrayé. Снаут? Я Кельвин, психолог. Il lui apprend que Guy Barian s'est suicidé. Au moment où il referme la porte, Chris aperçoit furtivement un être caché dans la pièce où réside Snout. Il va voir l'astrobiologiste Sartorius. Celui-ci lui demande de rester dehors. Il est froid, sans empathie, ironique. Soudain, un petit être force la porte et sort de la pièce que Sartorius intercepte et cache avant de s'enfermer avec lui. Chris est inquiet. Il voit passer une fillette dans une robe à grelots qu'il poursuit jusque dans la chambre froide où repose le corps congelé de Guy Barian. Ce dernier a laissé une vidéo testamentaire que Chris regarde dans sa cabine. Dans la vidéo, Guy Barian se défend d'être fou et dit à Chris que ce qui lui est arrivé pourrait également lui arriver. La fillette au grelot apparaît dans le film. Ведь они думают, что я сошел с ума. Tout en se faisant une piqûre de morphine, le savant lui dit « Ты ее видел. Крис, знай, что это не безумие. » Chris plonge dans le sommeil. Et soudain, dans la pénombre, apparaît un visage de femme. Il se réveille et découvre, assise sur le siège face à son lit, une femme en veste de laine, pieds nus. Elle a les traits de Carrie. Carrie, la vraie Carrie, est morte depuis 10 ans. Elle, c'est une hallucination émanée de Solaris, un visiteur, comme les appelle Snout. Elle se lève et vient vers lui. « D'où viens-tu » demande Chris. Elle ne peut pas lui répondre. Elle trouve une photo d'elle, mais elle n'arrive pas à se reconnaître, même en se regardant dans le miroir. Chris doit partir, mais elle ne peut pas supporter d'être sans lui. Chris décide de s'en débarrasser en la piégeant, en l'envoyant dans une petite fusée sur orbite. Snout le rejoint. Il lui explique que les visiteurs ont commencé à apparaître après un premier envoi de rayons X sur Solaris. L'océan a réagi à une irradiation par une autre. Qu'arrive-t-elle revenir demande Chris. Le nombre de doubles peut être infini, lui répond Snout. Il place des lamelles de papier contre le ventilateur qui imite le son du vent dans les arbres. Chris se rendort, Carrie réapparaît et s'allonge près de lui. Так темно. Иди сюда. Не бойся. Le lendemain, Chris retrouve Sartorius et Snout. Il est accompagné de Carrie qu'il présente comme sa femme. Sartorius fait part de sa découverte. Les visiteurs de Solaris sont composés de neutrinos, et c'est le champ de force de Solaris qui les stabilise. Il pense pouvoir les détruire. Chris se braque, refuse qu'on s'en prenne à sa femme et part. Когда вы окончательно превратитесь в калеку, без рук и ног, позовите нас. Мы будем выносить за вами подкладное судно. Puis Chris montre à Carrie un film tourné par son père près de la petite maison du début. On voit Chris enfant et jeune homme. On voit son père jeune, sa mère à plusieurs âges. Carrie et Chris sont silencieux. Puis celle-ci explique qu'elle pense que la mère de Chris la déteste. Elle se souvient d'une rencontre qui s'est mal passée et de leur séparation quand Chris est parti dans une autre ville. Pendant que Carrie dort, Chris reçoit la visite de Snout. Sartorius et lui pensent envoyer à l'océan de Solaris un électroencéphalogramme de leurs pensées pour essayer de mieux communiquer avec lui. Sartorius développe également son annihilateur de neutrinos. Аннигилятор. Уничтожаются только нейтринные системы. Le lendemain, quand Chris se réveille, Carrie est déjà debout. Elle lui dit « Je ne suis pas Carrie. Carrie est morte. Elle s'est empoisonnée. » Я совсем не то. Elle vient de parler à Sartorius, qui lui a dit ce que Chris n'osait pas lui dire. 10 ans auparavant, Carrie s'est tuée parce que Chris l'avait quittée, parce qu'elle pensait qu'il ne l'aimait plus. Tout le monde se retrouve pour fêter l'anniversaire de Snout. Sartorius veut trinquer à la science. Snout refuse. За науку и за Снаут. Наука. Чепуха. Il estime que les humains se fourvoient. Ils ne cherchent pas le contact avec l'inconnu ou les autres mondes, mais un simple miroir du leur. Nous sommes dans la position ridicule d'un homme à la recherche d'un but qui lui fait peur et dont il n'a pas besoin. Carrie leur dit que les visiteurs ne leur sont pas extérieurs. Ils sont leur conscience. Обижающим. А ведь это вы сами.
Это ваша совесть. Agressif, Sartorius lui dit qu'elle n'est qu'un simulacre produit par la matrice. Oui, répond Carrie, mais je deviens humaine. J'éprouve des sentiments, comme vous. Чувствую нисколько не меньше, чем вы. Chris s'agenouille, lui embrasse la main. Sartorius part en colère. Snout est fatigué. Chris le raccompagne, puis retourne à la bibliothèque. Il retrouve Carrie de dos. Elle fume une cigarette et regarde vers le mur, plongée dans les détails du tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, comme si elle les vivait. Une soudaine perturbation crée un état d'apesanteur. Les amants s'envolent, s'élèvent. Une ellipse. Chris est face à Carrie qui vient de boire de l'oxygène liquide, tentant de se suicider. Snout lui explique que ce n'est qu'un début. Elle s'humanise. Que dois-je faire demande Chris. Je l'aime. Которую? Эту? Или ту в ракете? Ее можно стащить с орбиты, она явится и всякий раз будет являться. Il la prend dans ses bras. Je ne suis pas Carrie, lui dit-elle. Quelle importance, répond Chris. Tu m'es plus cher que mes vérités scientifiques. Maintenant, c'est toi, la vraie Carrie. Chris a de la fièvre, il délire. Snout lui explique que Solaris est en train de réagir à l'envoi de son encéphalogramme. Dans son délire, Chris voit des images de la maison de son père qui se mêlent à la station. Il retrouve sa mère, lui parle comme un enfant, régresse, pleure. Quand il se réveille, Snout lui apprend que Carrie n'est plus là. Elle a décidé de s'annihiler. Pourquoi nous fait-il tant souffrir demande Chris, parlant de Solaris, ou peut-être de Dieu. Snout lui apprend que depuis qu'ils ont transmis l'encéphalogramme de Chris, l'océan a cessé de produire des visiteurs, mais des îles commencent à apparaître sur sa surface. Ma mission est achevée, dit Chris. Que faire maintenant? Revenir sur Terre? Немного все войдет в норму, даже возникнут новые интересы, знакомства. Но я не смогу отдаться им до конца. Ai-je le droit de refuser le contact, même imaginaire, avec cet océan? Les images des algues reviennent, comme au début. Chris traverse la forêt et rejoint la maison de son père. Mais quelque chose cloche. La pluie tombe à l'intérieur de la maison. Chris s'agenouille au pied de son père. La caméra s'éloigne. Chris et la maison sont sur une île de l'océan de Solaris. Fin du film. Andrei Tarkovsky naît le 4 avril 1932 en Union soviétique. Son père, Arseny, est traducteur et poète. Il commencera à publier ses poèmes tardivement, en 1962, l'année où son fils sort son premier film. Il vivra vieux et mourra en 1989, 3 ans après le cinéaste. Sa mère, Maria, est une femme indépendante. Son mari la quitte alors qu'Andrei n'a que 3 ans et une petite sœur, Marina. Maria élève seule ses 2 enfants dans une petite datcha, une maison de campagne, et gagne sa vie en travaillant comme correctrice dans une maison d'édition. Une fois adulte, Andrei Tarkovsky s'inscrit à des cours de langues orientales et influencé par son père, il apprend d'abord l'arabe pour devenir traducteur. Puis il se tourne vers la géologie et participe à une longue mission en Sibérie en 1954 et 1955. Finalement, il s'inscrit au VGIK, une école de cinéma rattachée au Goskino, le service cinématographique de l'Union soviétique. Il y rencontre celle qui sera sa première épouse et la mère de son premier enfant, l'actrice Irma Roche. Elle jouera dans ses 2 premiers films. Le premier long métrage d'Andrei Tarkovsky, L'enfance d'Ivan, sort en 1962. Il raconte l'histoire d'un enfant soldat de 12 ans dont la famille a été assassinée par les nazis et qui devient éclaireur au sein de l'armée soviétique. Потому что не существует выигравших в войне. И даже если мы выиграем войну, мы ее проигрываем. Потому что мы в ней участвуем. Le film reçoit un Lion d'Or au Festival de Venise. Après l'enfance d'Ivan, Tarkovsky réalise Andrei Roublev, le portrait d'un peintre d'icône russe du XIVe siècle dont on ne sait presque rien. À l'instar de Marcel Schwab quand il imagine la biographie de Paolo Uccello, Tarkovsky déploie dans une suite de 8 tableaux les épisodes d'une vie imaginaire du peintre russe, durant lesquels celui-ci renonce à peindre face à la violence du monde et fait vœu de silence après avoir tué un envahisseur tatar qui menaçait de violer Durochka, une sourde muette simple d'esprit qu'il avait pris sous sa protection. Les interrogations du film concernant les capacités de l'art à répondre à la violence du monde ont peut-être été influencées par la vision des films de Bergman et de Fellini, 2 des cinéastes préférés de Tarkovsky. Mais ce dernier transpose ces questionnements dans un univers russe traditionnel. Il fait coexister le monde du christianisme orthodoxe, des interrogations philosophiques modernes sur le sens de l'existence et un rapport beaucoup plus païen et archaïque à la magie,
à la parapsychologie, aux phénomènes inexpliqués ou occultes. Если мир загадочен, то правдивость образа заключается в том, что образ тоже несет в себе определенную загадочность. Des phénomènes qui traverseront tous ses films et seront largement commentés dans son journal intime. Andrei Roublev est achevé en 1966, mais les échanges difficiles entre Tarkovsky et les officiels du Goskino, qui trouvent le film trop spiritualiste, retardent sa sortie jusqu'en 1971. Pendant la préparation d'Andrei Roublev, Tarkovsky a rencontré celle qui va être sa deuxième femme et la mère de son deuxième enfant, Larissa. Après la sortie du film, ils vont s'installer dans une maison à la campagne, à 300 km de Moscou. Une datcha, similaire à celle dans laquelle sa propre mère les a élevés, sa sœur et lui. Là, il commence à travailler sur Solaris, son troisième film, l'adaptation d'un roman de l'écrivain polonais Stanislas Lem. « Maintenant, je n'ai plus peur de rien », écrit alors Tarkovsky dans son journal. « S'il ne me donne pas de travail, je resterai bien tranquille à la campagne, je planterai mon potager et je les enverrai au diable. » L'image de la datcha se retrouve dans Solaris. C'est la maison du père du héros, qu'il a lui-même construit à l'image de celle de son grand-père et que l'océan va reproduire sur la planète Solaris pour y accueillir Chris. Mais planter son potager et rester bien tranquille à la campagne, cela n'aura pas lieu, ni dans sa vie, ni dans ses films. C'est une illusion comparable à celle des personnages de Solaris, tels que les envisage Tarkovsky lui-même. La désespérance accable les héros de Solaris tout au long de leur quête, écrit Tarkovsky dans Le Temps scellé, son essai sur le cinéma. Et la solution que nous leur proposons est assez illusoire. Elle tient en un rêve, celui de prendre conscience de leurs propres racines, celle qu'il y a jamais l'homme à la terre qui l'a engendré, mais ces liens sont déjà devenus pour eux irréels. Le dernier plan de Nostalgia, son 6e et avant-dernier film, réalisé en Italie, fera écho à celui de Solaris. Andrei Gortchakov, le poète exilé, est assis devant une datcha, mais celle-ci est contenue à l'intérieur des ruines d'une abbaye italienne. Une image qui peut être interprétée au moins de 2 façons différentes et complémentaires. Nous ne pourrons jamais retourner chez nous, tout retour en arrière est une illusion, mais l'inconnu ne pourra être défini pour nous qu'à partir d'éléments déjà connus, déjà familiers. Solaris est écrit en même temps que Le Miroir, qui sera son 4e film et sortira en 1975. Un film en miroir de Solaris, justement, mais beaucoup plus directement autobiographique. Dans Solaris, Chris est hanté non seulement par son épouse défunte, Carrie, mais également par l'image de sa mère. Les deux parfois se confondent. Dans Le Miroir, c'est la même actrice, Margarita Terekova, qui joue la mère du héros et sa première épouse. Le passé affectif, émotionnel, semble toujours imprégner le présent au point de le contaminer, de le corrompre, de le décomposer. Tarkovsky voulait initialement que sa première femme, Irma Roche, joue Carrie, l'épouse décédée du héros de Solaris. Cela n'aura pas lieu, mais il pense alors continuellement à elle avec un fort sentiment de culpabilité. « Aujourd'hui, j'ai encore rêvé d'elle », écrit-il dans son journal, « et mon cœur m'a fait mal toute la nuit ». Le personnage de Carrie sera finalement interprété par Natalia Bondarchuk, une actrice et réalisatrice que Tarkovsky a connue à l'université et qui lui avait fait lire le roman Solaris de Stanislas Lem. Lorsque Tarkovsky montre Solaris aux autorités de son pays, celles-ci lui font une liste de 35 objections et demandes de modification. Les objections vont de remarques sur la fin hermétique, ou sur l'absence de représentation claire du monde du futur, à d'autres purement idéologiques, les allusions à Dieu ou à la vanité de la science, mêlées à des remarques comiques sur le fait qu'il soit inconvenant que Chris se balade en slip dans la station. Ces objections, Tarkovsky décide crânement de les ignorer toutes. Et le film sort sans modification au cinéma. Il est présenté à Cannes en 1972 et reçoit le grand prix spécial du jury. Tarkovsky ne fera en tout et pour tout que 7 films, mais tous exceptionnels. Son 5e long métrage, toujours réalisé en Union soviétique, est également un film de science-fiction, Stalker. C'est encore une adaptation de roman, Pique-nique au bord du chemin, d'Arkady et Boris Strugavski. Les 2 derniers films sont réalisés en Italie et en Suède, Nostalgia et Le Sacrifice. Le 10 juillet 1984, le cinéaste et sa femme Larissa décident de ne pas retourner en URSS. En décembre 1986, Andrei Tarkovsky meurt d'un cancer à Paris. Il avait 54 ans. Solaris est l'adaptation d'un roman de science-fiction. La science-fiction est un genre qui a produit à cette époque un chef-d'œuvre que Tarkovsky connaît. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti en 1968. L'enjeu pour les autorités russes n'est pas mince. Il n'est pas impossible que celle-ci ait envisagé Solaris comme la réponse soviétique à 2001. Le film apparaît à la suite de la grande époque de la conquête spatiale, lieu de concurrence majeure entre les États-Unis et l'URSS.
l'Union soviétique envoie le premier satellite, Sputnik 1, en octobre 1957. Puis le mois suivant, c'est la chienne Laika, à bord de Sputnik 2. En février 1958, les États-Unis répondent en envoyant Explorer 1, leur premier satellite. Et en janvier 1961, c'est le chimpanzé Ham qui est envoyé pour un vol orbital par les États-Unis. Le chimpanzé nommé Ham, choisi entre 8 de ses semblables soumis au même entraînement, a, sans le moindre complexe, dans son espèce de sarcophage de plexiglas, pris l'ascenseur pour la capsule Mercury. En avril 1961, c'est le vol orbital soviétique Yuri Gagarin, premier homme dans l'espace, suivi un mois plus tard par l'américain Alan Shepard. La sonde soviétique Luna 9 se pose sur le sol de la Lune en février 1966, mais 3 ans plus tard, en juillet 1969, ce sont les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui marchent sur la Lune. La science-fiction a produit alors un autre chef-d'œuvre, Je t'aime d'Alain Resnais, écrit en collaboration avec l'écrivain Jacques Steinberg et également sorti en 1968. C'est un film que Tarkovsky ne connaît peut-être pas, mais que le critique de cinéma Guy Gauthier, auteur d'une monographie sur Tarkovsky, a raison de voir comme celui auquel il se rapproche le plus. Dans Je t'aime, un employé de bureau, Claude Rider, après avoir raté son suicide, accepte de participer à une expérience de voyage dans le temps qui n'a encore été testée que sur des souris. Les scientifiques doivent lui faire revivre 1 minute de son passé, situé 1 an plus tôt. 1 minute. Gebewicht. Encore 3 minutes et on va pouvoir la récupérer. Ah, de voilà, toi. Étais-tu passé? L'expérience rate et Claude se perd dans le temps. Il revit, dans un relatif désordre, le déroulement de sa vie amoureuse d'une extrême tristesse avec Catherine, son ancienne compagne décédée, vis-à-vis de laquelle il éprouve un fort sentiment de culpabilité. Il faut que je me concentre. Tu sais qu'il est 10h30? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a, tu es malade? Si Catherine était morte, on l'aurait su. Ça te paraît impossible parce que c'est trop simple. Tu as entendu parler de Catherine? Je t'aime est un film de science-fiction, mais c'est un récit qui parle moins des possibilités que nous offrira un monde futur que de la conscience d'un homme, de ses tourments, de la façon dont il se débat avec le deuil, le malheur, la culpabilité et la colère. Il faut que je retrouve cette minute. Que je ne pense qu'à cette minute. Je suis dans l'eau. Il fait beau, pas trop chaud. Catherine est là. Tarkovsky veut lui aussi détourner le genre de la science-fiction pour en faire quelque chose de différent, en rapport avec la conscience, comme dirait Guy Barian. Ce ne sera pas facile. Se détourner complètement du genre n'aura pas plus lieu pour lui que de vivre une vie tranquille dans une datcha. C'est ce que Tarkovsky dira plus tard. Solaris est mon film le moins réussi parce que je n'ai pas réussi à éliminer tous ses rapports avec le genre de la science-fiction. Lem, qui avait lu le scénario, avait décelé ma tentative d'éliminer ces facteurs de science-fiction et en avait été contrarié. Il menaça de retirer son autorisation, si bien que nous rédigeâmes un autre scénario que nous pourrions, je le souhaitais, abandonner en douceur pendant le tournage, mais nous n'y parvînmes pas complètement. Le roman commence avec l'arrivée de Chris Calvin sur la station orbitale et n'évoque jamais les parents du héros. La majeure partie du livre de Lem est consacrée à l'exploration des hypothèses philosophiques qui naîtraient de la rencontre avec une intelligence extraterrestre. Il se termine par le choix du héros d'aller vivre sur Solaris sans savoir ce qu'il y trouvera. Stanislas Lem avouera n'avoir jamais pu regarder le film de Tarkovsky en entier. Il dira en interview que le cinéaste russe n'avait pas tant adapté Solaris que Crime et Châtiment de Dostoïevski, déplaçant le sujet du film de la rencontre de l'inconnu à l'exploration de la conscience coupable d'un homme dont la femme s'est suicidée à cause de lui. En 2002, il ajoutera en interview « Le pire, c'est que Tarkovsky a ajouté les parents de Kelvin au récit. Ça m'a rendu malade. Mon Kelvin décide de rester sur la planète sans le moindre espoir. Tarkovsky propose une image sentimentale d'une île avec une petite maison dessus. Quand je pense à l'île et à cette petite maison, j'en ai la chair de poule d'irritation. » Solaris sera de nouveau adapté au cinéma par Steven Soderbergh en 2002. Stanislas Lem aima le film encore moins. Et dire que je trouvais l'adaptation de Tarkovsky mauvaise, commentera le romancier. Si Solaris est un film mal aimé de la filmographie de Tarkovsky, pour lui-même comme pour de nombreux critiques, il sera cependant adoré par Rainer Werner Fassbinder, qui le cite directement dans La Troisième Génération. Einen russischen Film gesehen. Da war ein Bild drin, das war ganz ähnlich wie der Blick von hier oben. Solaris. Solaris ist einer der besten Filme, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Il aura sans le moindre doute influencé le tour singulier que prend son cinéma dans sa dernière période. Puis ce sera Lars von Trier qui s'y référera à 3 reprises. Dans Mélancolia en 2011, qui reprend la peinture de Bruegel, il fait tomber les oiseaux du ciel, image de la fin du monde. Dans Nymphomaniac en 2013, qui réutilise la même fugue de Bach pour décrire musicalement les différents types de plaisirs
recherché par l'héroïne dans ses relations avec les hommes. Et enfin, dans le dernier épisode de la 3e saison de L'Hôpital et ses fantômes en 2022, où il rejoue, comme un hommage parodique, la séquence en apesanteur sur la fugue de Bach, toujours la même. Andrei Tarkovsky a réalisé ses films pendant la période du dégel de l'Union soviétique. Mais son cinéma s'inscrit tout d'abord avec L'Enfance d'Ivan et Andrei Roublev dans une esthétique du grandiose, voire de la grandiloquence, qui caractérise bien le cinéma russe de son temps, s'en écarte très vite et très nettement sur plusieurs points. Tout d'abord, il refuse à la fois le réalisme, le sentimentalisme et les effets mélodramatiques ou épiques qui entraîneraient une adhésion trop facile du spectateur. Et déjà, dans L'Enfance d'Ivan, l'omniprésence des rêves, les images de la nature, lumineuses ou terribles, les détours que prend le film par rapport à un récit linéaire pour explorer de pures sensations visuelles liées au marais ou à la forêt de bouleau, tout cela est prémonitoire de son cinéma à venir. Dans Andrei Roublev, le prologue, avec un homme qui voyage dans les airs dans un ballon à air chaud puis s'écrase en catastrophe, donne un cadre profondément ambigu au film qui va suivre. Un récit ouvert à la fois sur le besoin de transcendance et le caractère prométhéen de l'inventeur ou du créateur. Quelque chose qui se situe dans une recherche d'apparence contradictoire entre l'état contemplatif et l'action créatrice. À mesure que son style se déploie de film en film, Tarkovsky s'éloigne d'une narration classique et surtout d'une résolution claire, d'une morale du film ou d'une intention du réalisateur évidente, déductible de ce qui est montré. La mise en scène de Tarkovsky est d'une très grande exigence formelle. Elle tire parti de tout ce que peut lui permettre l'espace d'une image en mouvement. Des lignes de fuite prononcées, des déplacements des personnages dans l'axe de la profondeur, des confrontations entre le premier plan et le fond. Tarkovsky ne fait presque jamais de chant contre chant. Ces dialogues font l'objet de plans composés où les personnages se parlent en marchant côte à côte ou en se tournant le dos. Il privilégie des travelling latéraux aller-retour où on perd des personnages et où on les retrouve. Le style de Tarkovsky, c'est aussi un travail photographique extrêmement poussé sur les textures. Texture des vêtements, texture des objets, de la nature, des fruits, de la peau humaine. Son univers visuel est marqué par l'omniprésence de l'eau, tantôt limpide et douce, tantôt croupissante. Pluie, fuite, étang, marée. Eau pure ou inquiétante, eau qui déborde ou dans laquelle se noient des souvenirs. Dans Nostalgia, la maison de Domenico, traversée par la pluie, rappellera celle du père de Chris à la fin de Solaris. Et il y aura la spectaculaire église Santa Maria in Vittorino, une bâtisse en pierre calcaire jaune, inondée depuis le XIXe siècle par une source souterraine qui a émergé du sol. Il y a également une présence plus discrète mais tenace, insistante, du feu, des bougies, des flammes. Dans les films de l'exil, Nostalgia et Sacrifice, remplis d'une inquiétude apocalyptique, c'est d'ailleurs le feu qui l'emporte de façon spectaculaire. Tous deux joués par le même acteur, Erland Josephson, un personnage, Domenico, s'immole sur la place du Capitole, et l'autre, Alexander, met le feu à sa maison. Une autre image obsessionnelle, qui revient dans plusieurs films, c'est celle de la lévitation. La femme allongée dans le miroir, les amants dans Solaris ou dans Le Sacrifice. C'est comme si ces films cherchaient à produire une sorte de vision extatique, comparable à celle de l'extase mystique ou de l'état contemplatif, mais sans pour autant y associer une signification évidente. Chez Tarkovsky, tout choix représentatif est imprévisible et semble répondre à des critères non narratifs mais sensibles qui nous échappent et que pourtant nous acceptons. Auteur de 2 chefs-d'œuvre reconnus de science-fiction, Solaris et Stalker, Tarkovsky s'est battu toute sa vie avec la notion de cinéma de genre. C'est un combat plus intime qu'il n'y paraît. Tout d'abord, le cinéma de genre était le cinéma majoritaire en Union soviétique comme aux États-Unis. Films de guerre, mélodrames, science-fiction. Le cinéma russe de son époque produit essentiellement des films populaires pour concurrencer le cinéma américain, ce qui n'intéresse pas du tout Tarkovsky. L'image filmique authentique se construit sur la destruction du genre, sur la lutte contre le genre, écrit-il dans Le Temps scellé. Et l'idéal que l'artiste s'efforce d'exprimer ne peut à l'évidence être confiné aux paramètres d'un genre. Antonioni, Fellini, Bergman, Kurosawa, Dovzhenko, Vigo, Mizoguchi, Satyajit Ray, Buñuel ne ressemblent qu'à eux-mêmes. La seule notion de genre a la froideur d'un cadavre. Les admirations de Tarkovsky seront d'ailleurs souvent réciproques. Antonioni lui montrera de l'amitié lors de son exil en Italie et Bergman déclarera à propos de son cinéma « Je me trouvais soudain devant la porte d'une chambre dont jusqu'alors la clé me manquait ». Tarkovsky cherche à faire un cinéma qui n'existe pas encore. Un cinéma qui ne s'autorise que de lui-même, qui ne se pense qu'à partir du déploiement de sa propre matière. Le cinéma est ce qui peut être créé avec les moyens du cinéma et seulement du cinéma, écrit Tarkovsky.
L'affaire réside entièrement dans la maîtrise du matériau et dans le matériau lui-même. Et le maître est celui qui reconnaît dans le matériau l'œuvre qu'il peut en tirer. De toute façon, comme ce fut le cas pour Bergman, ce qui nous bouleverse quand on voit un film de Tarkovsky, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il fonctionne comme ça, mais on sait qu'il ne peut pas fonctionner autrement. Andrei Tarkovsky a souvent été vu comme un mystique. Il a même pu être décrit comme le plus mystique des cinéastes. Mais cette idée est complexe, discutable. Tarkovsky est un homme de foi, sa quête est spirituelle. Pourtant, dans son journal, Tarkovsky se définit lui-même comme un agnostique, car il n'a pas de savoir concernant sa foi. Il peut embrasser à la fois l'orthodoxie, le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, le taoïsme, et surtout toutes les formes de parapsychologie ou de phénomènes psy, voyance, télékinésie. La véritable religion de Tarkovsky est l'art. Il cherche à produire un cinéma si purement artistique qu'il en deviendrait presque impersonnel, comme le sont pour lui les manifestations les plus hautes du génie artistique. Jean-Sébastien Bach, Léonard de Vinci, Léon Tolstoï. L'homme est toujours insatisfait, n'aspirant finalement pas à des objectifs concrets et finis, mais à l'infini, écrit Andrei Tarkovsky dans Le Temps scellé. Même l'Église est incapable d'étancher cette soif d'absolu de l'homme, car elle n'existe hélas que comme un appendice, un calque, une caricature des autres institutions sociales chargées de gérer notre vie quotidienne. Dans le contexte de cette situation, la fonction de l'art me paraît être d'exprimer l'idée de la liberté absolue du potentiel spirituel de l'homme. L'humanité n'a jamais rien créé de désintéressé, si ce n'est l'image artistique. Et peut-être que toute l'activité humaine trouve son sens dans la création d'œuvres d'art, dans l'acte créateur absurde et gratuit. Tarkovsky est conscient de la difficulté représentée par ces films. Le Temps scellé s'ouvre sur les remarques peu élogieuses que lui firent des spectateurs à la sortie de son film Le Miroir. « Je viens de voir Le Miroir », lui dit un ingénieur de Leningrad, « et je suis resté jusqu'à la fin de votre film, malgré un mal de tête attrapé au bout d'une demi-heure, à force de vouloir comprendre quelque chose. »« Je viens de voir Le Miroir », lui dit un mécanicien de Kalinine. « Camarade réalisateur, il me semble qu'on ne peut pas considérer ce film comme normal. Je vous souhaite du succès pour l'avenir, mais n'en faites plus de pareil. » Et un autre ingénieur de Sverdlovsk, plus pervers, proche de certains commentateurs de vidéos YouTube. Je m'étonne que les gens responsables de la distribution des films chez nous, en URSS, aient pu commettre une pareille bavure. Les films de Tarkovsky sont ambigus. C'est quelque chose qu'il recherche lui-même dans l'art. Son peintre préféré est Léonard de Vinci. Tarkovsky est intéressé par le fait que ses peintures puissent être perçues de façon contradictoire, comme le portrait de la jeune fille aux genièvres. Elle possède quelque chose d'indiciblement merveilleux, écrit Tarkovsky dans Le Temps scellé, et en même temps de rebutant, de presque diabolique, ce charme négatif qui a quelque chose de dégénéré et de beau. L'impact émotionnel que l'image de cette femme produit sur nous tient précisément à l'impossibilité de choisir en elle quelque chose de déterminé, d'achevé. En essayant d'approcher son sens, nous nous engageons dans un labyrinthe sans issue. Et c'est ce tableau qui va devenir le modèle même de ce qu'il va chercher dans le cinéma. Comme le tableau de Léonard de Vinci, le film est beaucoup plus qu'il ne paraît s'il s'agit d'un véritable film et contient toujours davantage d'idées et de pensées que celles que l'auteur a pu consciemment y introduire. Tout comme la vie fluide, changeante, donne à chacun la possibilité de ressentir et d'interpréter à chaque instant à sa façon, de même fait un véritable film qui fixe avec précision sur la pellicule le temps, qui dépasse les limites de son cadre. Le film vit dans le temps si le temps vit en lui. Tarkovsky essaye de faire un film qui résonne de façon intime, différemment pour chaque spectateur. En ceci, la planète Solaris, qui analyse la pensée des cosmonautes et leur envoie un visiteur, expression de leur douleur, de leur conscience coupable, de leur nostalgie ou de leur désir, peut être vue comme une image de son cinéma. Un grand film est un film différent pour chaque personne, à chaque fois qu'il le voit. Un grand film ne dit jamais deux fois la même chose. Il faut élaborer un principe qui permette d'agir sur le spectateur d'une façon individuelle, écrit encore Tarkovsky, qui fasse d'une image totale une image privée, comme c'est le cas en littérature, en poésie, en peinture ou en musique. Et le secret me paraît être le suivant, montrer le moins possible pour que de ce moins, le spectateur puisse se faire lui-même une idée du tout. L'image au cinéma, selon mon point de vue, doit être fondée là-dessus. Alors, que nous dit Solaris cette fois ? Solaris nous parle de notre propre faiblesse par rapport à notre tâche. Comme les chasseurs dans la neige de Bruegel, il nous parle de la façon dont notre désir profond de sécurité, de retour en arrière, de retour familier, rend périlleuse la confrontation avec l'inconnu. Il nous explique pourquoi la science-fiction n'existe pas vraiment, pas encore. Parce que nous n'en sommes pas capables, parce que nous sommes remplis d'images du passé, et parce que nous ne la désirons pas vraiment. Nous ne désirons pas vraiment l'avenir. C'est ce que dit Snout. В глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек.
La question de la nostalgie et de la reproduction du modèle ancestral est au cœur du cinéma de Tarkovsky, mais peut-être moins comme un horizon ou un idéal que comme une entrave ou une chaîne. Si à travers ce que l'écrivain Stéphane Duménil-Do appelle les polaroïdes de la campagne russe de Tarkovsky, des paysages qu'on ne peut même plus appeler russes tant ils sont irréels, la nostalgie pour le monde traditionnel est présente dans Solaris sous le miroir, tous deux réalisés en Union soviétique, Nostalgia et le sacrifice, pourtant tous deux réalisés en Europe de l'Est, alors que Tarkovsky sait qu'il ne retournera pas en Russie, raconte les tentatives de se libérer de cette nostalgie comme d'une prison psychique, une prison de l'âme. C'est un problème majeur pour les explorateurs, pour les artistes, et même pour tout être humain. C'est un problème à la fois éthique et esthétique. Qu'est-ce que quitter la Terre ? La conquête spatiale n'a fait que souligner cette grande difficulté que représente pour l'homme l'acceptation de l'inconnu. William Burroughs s'en était rendu compte et s'était exprimé à ce sujet avec son style provocateur dans Le Job. Pour voyager dans l'espace, vous devez abandonner derrière vous la vieille ordure verbale, le discours Dieu, le discours pays, le discours maman, le discours amour, le discours parti. Vous devez apprendre à exister sans religion, sans pays, sans alliés. Vous devez apprendre à vivre seul, en silence. Quiconque prie dans l'espace n'y est pas. D'évidence, nous n'y sommes pas. Nous n'y avons pas été. Nous n'avons abandonné ni la vieille ordure verbale, ni la prière. Et nous n'avons pas tellement voyagé dans l'espace. Même si, à défaut d'avoir continué la conquête spatiale des années 60 et 70, nous avons été envoyés dans un autre espace, l'hyperespace du web. Internet est devenu notre conquête spatiale. Le web aurait pu être le lieu de notre rencontre avec l'inconnu, mais c'est un espace dans lequel nous n'avons pas appris à vivre seuls en silence. C'est un espace dans lequel nous n'avons abandonné ni le discours Dieu, ni le discours pays, ni le discours maman, ni le discours amour, ni le discours parti. Bien au contraire. Snout nous le dirait, nous sommes allés dans l'inconnu technologique pour chercher un monde miroir du nôtre. Comme l'océan de Solaris, la technologie a reçu notre pensée, elle a répondu en produisant les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait l'incroyable pertinence de ce film aujourd'hui. C'est ce qu'il nous raconte encore. Penser le futur est impossible, ne pas y penser est inenvisageable. Vivre dans le futur est impossible, vivre dans le passé est illusoire. Toute tentative d'approcher vraiment le nouveau est vouée à l'échec. Elle consiste à construire un miroir déformant de ce que nous connaissons. Elle nous entraîne dans un simulacre du passé pour ne pas nous perdre. Et pourtant, nous ne vivons plus à l'époque des chasseurs dans la neige. Le monde n'a pas cessé de changer. Nous n'avons pas cessé de changer. Nous y sommes et nous n'y sommes pas. Le futur doit être accepté comme quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous devons y croire, même si nous n'y croyons pas vraiment. D'où l'impression d'absence de résolution que produit le film. L'absence de résolution apparente est la marque de l'authenticité de Solaris quant à son sujet même, la science-fiction, la recherche de l'inconnu et son inscription dans la sphère du sacré. Qu'est-ce qu'on cherche quand on lit un roman, quand on regarde un film ? Nous croyons que nous cherchons quelque chose, mais peut-être que nous en cherchons une autre. Quand on regarde un film de science-fiction, on croit qu'on cherche à imaginer l'avenir, à explorer des hypothèses sur le futur de l'humanité. Mais peut-être qu'on cherche seulement à éprouver les tourments de la conscience d'un homme lorsque celui-ci se confronte à l'inconnu. On cherche à ressentir le frisson d'une vie qui n'est plus la même et ne le sera plus jamais. Comme dit Bertrand Mandico dans un entretien donné en 2022, souvent les films policiers énigmatiques, même les fantastiques, ont une résolution. Il faut qu'il y ait une solution. Or, la vie n'est pas comme ça, l'autre monde n'est pas comme ça. On ajoutera, l'absence de résolution pousse le spectateur à rechercher sa propre solution. Il force chaque spectateur à se faire son film, et à le prendre comme prisme pour relire son passé et construire son futur. Comme disait le mystique iranien Shihabuddin Yahya Sohravardi, lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour ton propre cas. Tarkovsky a lu Solaris de Stanislas Lem comme s'il n'avait été écrit que pour son propre cas. Nous devons regarder son film comme s'il n'avait été réalisé que pour nous. C'est ça, la fin du film. Au fond, dans le terme même de science-fiction, et par la rencontre de l'inconnu qu'il implique, nous avons toujours entendu une mystique adaptée à notre monde. Qu'on pense aux séries Lost ou The Leftovers, écrites par Damon Lindelof. Qu'on pense à Mélancolia de Lars von Trier, à After Blue de Bertrand Mandico, à Twin Peaks. Qu'on pense aux romans de Philippe Cadic, aux bandes dessinées de Moebius et d'Olivia Clavel. Les romans, les séries et les films les plus mystiques des 5 dernières décennies ont tous pris comme socle une intrigue qui pourrait être traduite dans le vocabulaire de la science-fiction. C'est la mystique d'un monde défini par la rationalité, la science, mais qui a réservé une place affective, émotionnelle à cette quête de l'inconnu. C'est la mystique d'un monde sans religion,
la mystique d'un monde sans mystique. Меня спрашивают, а что это значит? Почему, так сказать, птица садится человеку на голову? Что за символ? Ну, ответ очень прост. К плохому человеку птица на голову не сядет. C'est pourquoi Andrei Tarkovsky, malgré ou peut-être grâce à sa lutte contre le genre, a pu réaliser d'aussi beaux films de science-fiction. Pas seulement Solaris et Stalker. À leur manière, de leur insistance sur la fin du monde et l'imminence de la destruction, Nostalgia et Le Sacrifice peuvent également être considérés comme des films de science-fiction. La science-fiction était la seule forme d'art mystique envisageable en Union soviétique. Elle l'est peut-être également aujourd'hui dans le monde occidental. Seule la science-fiction peut encore produire des narrations sensibles au cœur. Seule la science-fiction, qui n'existe pas encore, existe. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans celui-ci, nous parlerons de Sacré Graal des Monty Python. Tout le long de cette année, nous ferons les exégèses des films que vous avez plébiscités depuis 1 an en commentaire. Si vous avez aimé ce voyage entre l'inconnu et le familier et cette recherche d'une exégèse qui n'existe pas encore, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Continuez à nous proposer des films que vous aimeriez voir dans la fin du film. Bonne année 2024, année dangereuse. À la prochaine.